Bonjour et bienvenue au coin du feu. Aujourd'hui il n'y aura que le son de ma voix, donc celle de Cook, pour une petite chronocritique à propos d'un livre que j'adore. Mais avant cela, je voulais nommer correctement l'animateur du podcast C'est plus que de la SF, donc Lloyd Le Chéri, qui a publié très récemment un nouvel épisode donc de C'est plus que de la SF sur la science-fiction pour les nuls, avec Jean-Louis Fedjean, si je me trompe pas sur son nom à lui, qui est un auteur connu notamment pour son cycle des elfes, que j'avais lu quand j'étais adolescent, que j'avais trouvé assez... il m'avait pas mal retourné le cerveau, parce que c'est pas du tout ce que j'attendais en fait quand j'ai ouvert le livre pour la première fois. Je pense que c'était une des bases dans pour mon entrée disons dans la fantasy adolescente puis adulte par la suite. Donc je vous conseille fortement. Et voilà, cet épisode de C'est plus que de la SF est vraiment cool si vous y connaissez rien. De toute façon, c'est limite dédié pour vous à la base. Et même si vous avez déjà quelques connaissances, il touche quand même à des questions qui sont assez intéressantes qu'on se pose pas forcément. Puis ça peut donner des pistes de lecture pour des lectures futures justement. Donc je vous conseille d'aller écouter ça. Bon, je vais pas faire plus long que ce que j'ai déjà fait ici, puisque le principe de la chronique critique, c'est quand même de faire une chronique de livres en une vingtaine de minutes, et non pas 4 livres en 20 minutes. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et normalement si vous avez bien lu le titre, vous savez de quoi je vais parler, puisqu'aujourd'hui on va s'attarder sur Mordre le bouclier de Justine Yogret. Donc Justine Yogret, je vais pas la représenter, puisque... en fait, j'ai déjà parlé du premier ouvrage de cette série de 2 livres, qui est Chien du Haume, donc je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, pour avoir quelques précisions sur l'autrice. Donc c'est édité par Mnemos en juin 2011, d'abord séparément de Chien du Haume, puisque c'est sa suite, en juin 2011. Il a obtenu le prix des Utopiales européennes en 2012, et le prix Elbakin du meilleur roman en 2012 également. Donc c'est quand même pas mal. J'avais dit quelques mots sur Elbakin sur notre première FAQ. Là pour le coup on tombe d'accord. Peut-être pas pour les mêmes raisons, je sais pas, je suis pas allé lire leur chronique, mais voilà, c'est un livre qui fait peut-être pas l'unanimité, mais qui du moins a été reconnu comme étant assez solide. Et je vais pas aller à contresens cette fois-ci. Je vous fais un rapide résumé. Castel de Broë. 6 mois ont passé depuis la mort de Noël, et Chien du Haume, anéanti par la perte de ses doigts, s'abîme dans la contemplation de sa griffe de fer, cadeau de Réguéir le forgeron. Brir entend lui redonner la vie et l'entraîne sur les routes à la recherche du dernier homme qu'elle doit tuer, Héroun. Parti en Terre Sainte, celui-ci reviendra par le Thor, une tour mystique où le monde des vivants s'ouvre à celui des morts. Les 2 guerrières remontent alors le sillage de sang, de larmes et de pourriture des croisades, arpentant côte à côte la voie de la folie et de la vengeance. Dans ce calvaire, Chien rencontrera Saint-Rose, chevalier à la beauté d'icône, au savoir de maître et dont la foi s'est érodée au pied des hautes murailles de Jérusalem. Une faible lueur qui annonce peut-être un espoir de rédemption. Donc ce résumé, vous pouvez le trouver sur le site de Mnemos, je l'ai pas inventé, mais il résume en fait très bien, clairement le livre, puisqu'il ne s'agit en fait que de ça, ce que je viens de dire. Mais évidemment, c'est un peu plus profond que ce simple synopsis. Et je vais essayer de déblayer un petit peu ça pour vous. Alors ce sont des analyses personnelles qui sont peut-être pas les bonnes, j'en sais rien. Il y a des choses que j'ai piochées à droite à gauche aussi sur d'autres sites. Alors pas les idées en elles-mêmes, mais peut-être des éléments auxquels j'ai pas pensé tout de suite et qui peuvent étoffer un peu ma critique. Alors déjà on se retrouve donc dans l'ambiance de Yogret qui est toujours entre l'obscurité et la lumière. C'est un monde en niveau de gris, et ça j'aime beaucoup. C'est toujours dans l'univers de Chien du Haume, qui est un vrai faux Moyen-Âge, vrai dans le sens où il s'enracine complètement dans cette image qu'on a du Moyen-Âge, à la fois fantasmé mais aussi dans sa réalité. Assez bien renseigné, vous avez un vocabulaire qui renvoie directement au monde médiéval. Voilà, il y a une vraie semblance, mais on reste dans la fiction, et là on parle de croisade par exemple, qui est quand même un moment assez marqué dans le temps, un peu borné, même si évidemment
comme il y a eu plusieurs croisades, c'est pas forcément simple de le borner clairement, mais en tout cas, on a une idée un peu plus précise de la période durant laquelle pourrait se passer cette histoire, sans avoir non plus trop de détails. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que on reste dans dans ce sorte de fantasme du Moyen-Âge, mais avec énormément de détails qui font vraisemblable. Bah d'ailleurs voilà, je reprends mes notes. J'ai noté Les Compagnons du Crépuscule de François Bourgeon. Donc typiquement ça je l'ai trouvé dans des commentaires, je sais plus sur quel site. Quelqu'un faisait le rapprochement entre l'univers de Bourgeon, donc alors je crois qu'il est dessinateur et scénariste. J'espère que je dis pas de bêtises. En tout cas pour une partie de ses œuvres de BD. Les Compagnons du Crépuscule. Il me semble qu'il n'y a que lui qui est à bord. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser à cet univers-là, quelque chose qui peut être assez glauque, avec des créatures surnaturelles, une espèce de mystère médiéval, mais en même temps avec des moments de gaieté, des moments positifs, qui vont déchirer un peu ce marasme morose qui entoure les personnages. Et on ne sait pas si, en fait, c'est la psychologie des personnages qui est à tel point perturbée, parce que ce sont des périodes difficiles, hein, c'est pas des époques où on avait forcément le loisir d'aller voir le psychiatre ou ne serait-ce que de pouvoir discuter avec quelqu'un qui nous permet d'y voir plus clair. Il y avait les religieux pour ça, mais bon, justement là, on va y venir un petit peu après, la croisade était pas... C'est une conséquence de la religion aussi, donc les croisades ont aussi créé énormément de problèmes, de dégâts humains, psychologiques, etc. Faut pas l'oublier. Pour ceux qui ont lu Les Compagnons du Crépuscule, on est dans ce genre d'environnement. Et du coup, le style de l'autrice renforce ce sentiment, enfin c'est elle qui le crée de toute façon, hein, grâce à son écriture, notamment grâce à la force des images et des lieux qu'elle arrive à insuffler dans le roman. Moi très souvent quand je repense, que ce soit à Chien du Haume, à Mordre le bouclier, c'est vraiment des moments clés, alors pas forcément des moments clés du récit pour les personnages, mais des ambiances ou des endroits qu'elles vont visiter et qui me marquent réellement, et je m'en souviens longtemps après. Et ça va me donner ce petit goût en fait dans le palais qui va me dire vas-y relis tout et tu vas te délecter de ces passages là. Donc ça je trouve ça très fort, l'espèce de mélange entre une écriture somme toute assez soutenue mélangée à de l'argot médiévalisant si on veut. Je suis pas sûr que les gens parlaient comme ça à l'époque, mais du moins ça donne cette idée, ça donne cette sensation d'avoir quelque chose de parfois un peu grossier, vulgaire même, on pourrait dire pour certains personnages. Et ouais, ça ajoute vraiment un contraste entre la voix de l'auteur qui peut vraiment être très poétique et nous parler de la beauté des paysages et des endroits qu'on visite, et même des profondeurs des sentiments des personnages qui eux vont exprimer les mêmes choses, ou parler des mêmes choses plutôt, mais avec leurs mots à eux et leur psychologie à eux, leur mentalité, leur caractère, et qui va donner une espèce de pendant un peu plus cru à la voix de l'autrice. Donc on a des ambiances assez contemplatives, parce que dit comme ça, une histoire de vengeance, des croisades, on pourrait imaginer quelque chose de très violent. Alors je n'utilise pas le mot sanglant à dessein, puisque le roman est assez sanglant, hein. Par contre, il y a des choses qui sont très dures, même, voire brutales parfois, mais on n'est pas sur la surenchère de violence. Parfois même l'horreur des scènes où nous on voit avec le recul sur les personnages se fait de manière progressive. Et on va pas forcément être choqué de but en blanc, va y avoir l'installation en fait des enjeux des personnages qui vont nous faire réfléchir, et on va comprendre leur désespoir, leur désarroi et leur besoin de rédemption. Là, si on revient sur la fin du résumé que je vous ai lu, puisqu'il y a réellement une histoire de vengeance, et on va revenir un peu plus loin. Dernier point que j'ai trouvé quand même assez fort dans l'ambiance et qu'il faut relever, c'est la vision non romantique des croisades. C'est-à-dire que très souvent, quand on parle des croisades, on voit l'aspect héroïque, épique, si on veut, et très peu cette vision réaliste, c'est-à-dire ce qui arrive aux croisés, très souvent, c'est de mourir, d'être estropié, de revenir au pays ruiné, détruit. Et toutes ces choses, ce côté un peu sale des croisades, là on le prend en plein visage, et ça donne vraiment un goût particulier à cet ouvrage. D'ailleurs les croisés qui font leur chemin jusqu'à Jérusalem pour
pour revenir ensuite dans cet état-là, est une sorte d'explication du thème général de l'œuvre, c'est-à-dire que ils sont allés chercher la rédemption, voire le paradis en allant se battre pour le Dieu chrétien très très loin, et ils reviennent avec emplis de désespoir en ayant vu qu'en fait ils ne trouveraient pas la rédemption là-bas. Et ça, je trouve ça assez fort de réussir à croiser le contexte historique avec les thèmes des personnages eux-mêmes, même si ni Chien du Haume ni Breyer ne sont des croisés. Il y a que Saint-Rose qui revient de croisade avec un autre personnage, j'en dis pas plus parce qu'il est pas central, mais qui est assez intéressant aussi en fait si on se penche un petit peu sur son cas. Justine Yegré, elle privilégie le chemin plutôt que la fin, comme dans beaucoup de récits finalement, et beaucoup de récits que j'aime. On peut d'abord se poser une première question par rapport au personnage de Chien qui, on voit une sorte de stagnation dans son évolution, notamment parce qu'il va être encore question de la recherche de son nom, qu'on va apprendre assez rapidement, et à partir de là, les choses vont un peu, on va dire, se bloquer, mais en fait c'est normal, elle a un blocage psychologique en elle-même, donc ça s'explique par la psychologie du personnage. Il y a aussi ce personnage Saint-Rose qui remplace un petit peu Brueck dans l'esprit, figure de mentor, je dis pas patriarcal exprès parce que sinon ça aurait pas trop de sens, mais enfin c'est pas comme ça qu'il se place en fait dans le récit, ni Brueck ni Saint-Rose, mais il y a quand même cette image un petit peu, enfin ce sont des hommes mûrs qui ont vécu beaucoup d'expériences et qui vont permettre à Chien d'aller au-delà de ses difficultés. C'est dans ce sens qu'ils ont une figure de mentor en fait. Et cette impression de stagnation, même si elle est finalement fausse, elle est aussi relevée par le fait qu'on a la mise en avant de l'histoire de Breyer, donc un personnage qui était très secondaire dans le premier livre, Chien du Haume, qui là est presque personnage principal, co-personnage principal avec Chien. Elles font toutes les deux un chemin vers une forme de rédemption, donc Chien en allant chercher son nom, et Breyer en allant se venger de personnes qui lui ont fait du mal. Et les deux quêtes résonnent en fait, hein, quand on lit le récit. J'en dis pas plus que ça parce que sinon ça n'aura aucun intérêt que vous alliez le lire, à part la beauté de la langue évidemment. Et je trouve ça assez fort finalement de lier ces deux personnages qui ont beaucoup de choses en commun mais qui sont aussi très différentes tant sur le caractère que sur les décisions qu'elles vont prendre. On peut aussi voir dans ce thème du chemin plutôt que la fin, la recherche de la rédemption qui finalement est une désillusion, que ce soit Chien qui trouve son nom et Breyer qui va accomplir ou non sa vengeance. Dans les deux cas, l'espoir existe, il subsiste, mais il n'est pas forcément là où on le cherche, on va dire. Et cette idée du tort, donc cette tour par lequel les croisés vont forcément passer pour revenir de croisade, ce qui est un peu bizarre quand on y pense, parce que des croisés, il y en a eu dans toute l'Europe, donc bon déjà là on sait clairement dans quel type de pays ils vont, on a priori la France plutôt, donc c'est des croisés qui viennent de France, et là qui reviennent, mais il faut savoir qu'ils vont passer exclusivement par là, parce que que ce soit par la mer ou par la terre, il y a quand même plein de possibilités. Finalement c'est pas très important, parce que on sait que la confrontation doit avoir lieu, et le tort, cette tour, elle représente un cheminement spirituel ou un cheminement psychologique si on veut rester plus terre à terre, mais je pense que le terme spirituel a son importance puisqu'on parle quand même de religion, enfin le thème religieux est présent, même si il n'est pas que question de la chrétienté finalement, on voit les choses de manière plus globale quand même dans le récit, et le christianisme est contextuel si on veut. À un moment le récit s'arrête dans cette tour, et les personnages vont vivre un certain nombre de choses dans cette tour, et notamment ils vont beaucoup discuter, et donc là on va passer du chemin physique au chemin donc spirituel, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui va mener donc à la rédemption ou non, et donc au dénouement des schémas narratifs des personnages. Et tout ça se mélange vraiment avec énormément de fluidité. Là je vous le dis de cette manière-là, mais en fait quand vous le lisez vous ne pensez pas forcément à tout ça, hein. C'est après analyse que je retire ce constat, et je trouve ça vraiment assez fin finalement, assez élégant de la part de l'autrice, et de nous faire ressentir, réfléchir autant de choses avec un roman aussi court, parce que c'est comme Chien du Haume, c'est assez court. Pour moi c'est un bon roman, et j'en connais pas 40 000 des bons romans. Et donc voilà, si à la lecture dans le bouclier,
vous retrouvez pas ce que je dis, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. Mais pour moi, ça, c'est un bon roman. Donc pour conclure, on a une postface de Jean-Philippe Jaworski, sur lequel je vais pas trop revenir, mais qui est une analyse assez intéressante du travail de Justine Yogrier pour ce qui concerne Chien du Haume et Mord le Bouclier, où il relate comment, entre les deux livres, elle nous fait passer d'un vieux monde à un nouveau monde. Donc un vieux monde un peu brumeux dans les légendes, les récits oraux, vers un nouveau monde avec l'arrivée de la religion, enfin l'implantation plutôt, l'implantation en profondeur de la nouvelle religion qu'est le christianisme, avec l'apparition de l'écriture. On a même un passage dans un scriptorium, par exemple. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est lié aussi en fait à l'évolution des personnages et la manière qu'ils ont de s'adapter à leur nouvel environnement. Finalement, moi je vous conseille de lire les deux romans, l'un à la suite de l'autre, comme s'ils formaient qu'un seul roman, parce que certains éléments qui sont laissés de côté dans Chien du Haume trouvent leur réponse dans Mord le Bouclier, et la rupture est pas forcément logique à mon sens, justement parce que on a une réelle continuité des personnages et des schémas narratifs. Donc voilà, je vous conseille de lire les deux à la suite. Bon, il me semble que j'ai réussi à faire dans les temps, et que voilà, j'ai pas trop raboté ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a plu, puisque c'est ma première chronocritique, j'avoue que j'étais pas certain d'arriver à me réfréner ou justement à pas faire trop concis. J'espère que ça vous a donné envie de lire le livre, et bien je vous dis pour ma part à dans 2 semaines, et normalement avec Ethno. Donc d'ici là, lisez beaucoup et lisez bien.